On m'a demandé de vous dire quelques mots sur l'action en coalition et ce que nous avons fait dans ce pays lointain et tout compte fait assez mystérieux qu'est l'Afghanistan, l'Asie centrale. Vous savez que nous sommes intervenus en Afghanistan à la suite des événements du 11 septembre 2001. Ça remonte déjà un peu, les plus jeunes étaient à peine nés. Ça paraît très très loin lorsque Ben Laden, à partir de ce sanctuaire d'Afghanistan, a pu lancer les attaques qui ont conduit à l'effondrement des tours jumelles à New York notamment, à l'attaque du Pentagone, etc., à Washington. Et donc, en 2001, compte tenu de l'ampleur de la menace et de la protection qu'assurait le régime taliban à l'égard du groupuscule terroriste Al-Qaïda, il a été décidé d'intervenir. Très rapidement, l'intervention menée par les États-Unis avec l'appui des forces de ses principaux alliés, dont la France, a permis de faire tomber le régime, qui s'est effondré en l'espace de quelques semaines. Et ensuite, s'est ouverte une période assez particulière, qui est un peu une période dans laquelle nous avons commis, tous, beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a pensé qu'un régime qui était abattu, le régime taliban, horrible, du point de vue des valeurs, de la conception même de la façon dont il envisageait le fonctionnement de l'Afghanistan, cette mouvance terroriste pourchassée sans relâche, traquée, éliminée, permettait d'en rester là. Et je pense qu'on n'a pas pris conscience qu'une intervention militaire aujourd'hui doit impérativement s'accompagner d'actions qui sont aussi importantes, voire plus que la seule action militaire, dans l'ensemble des dimensions. L'éducation, d'abord. Je ne dis pas ça parce qu'on est dans l'enceinte de l'université de Bretagne Sud, j'imagine. C'est ça, non? De Bretagne Sud. J'essaie de ne pas dire trop de bêtises. Mais l'éducation d'abord. J'avais coutume de répéter tous les jours « All is about education ». C'est une question d'éducation. Ensuite, les institutions. Un pays, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait des institutions. Il n'y avait pas d'institution en Afghanistan, il n'y a pas de constitution. Ensuite, il faut l'aide à la population sous toutes ses formes. L'aide médicale, l'aide sociale, les infrastructures de communication, l'accès à la connaissance, à l'électricité, à l'eau potable. Bref, des choses qui nous paraissent à nous, des choses auxquelles on ne pense pas parce que nous sommes dans un pays développé, et en même temps des choses qui sont cruellement manquantes et qui, si nous n'y remédions pas, permettent à ceux qui propagent des idéologies mortifères et différentes des nôtres de souligner à quel point nous ne les aidons pas suffisamment, et pas dans le temps qu'ils souhaitent. Et donc, de 2001, fin 2001, début 2002, jusqu'en 2008-2009, nous avons peut-être un peu naïvement pensé tous que les choses allaient s'améliorer d'elles-mêmes. Les choses ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Je voudrais dire que pour la France et pour un pays comme le nôtre, l'Afghanistan, c'était une région singulière et très étrangère. Ce n'est pas une région qui nous est très proche. Pour nos amis britanniques, l'Afghanistan, l'Inde, le Pakistan, c'est leur terrain de jeu. Pour nous, non. Pour nous, non. Pas du tout. Nous, notre terrain de jeu, si on peut dire, c'était l'Extrême-Orient, bien sûr, l'Afrique francophone, bien sûr, voire l'Amérique du Nord, le Canada, etc. Enfin, mais l'Asie centrale, nous sommes très imperméables aux cultures extraordinairement riches, fécondes et anciennes de ces pays.
ne faut pas imaginer que l'Afghanistan, c'est un pays arriéré. Je pense qu'ils étaient plus développés que nous lorsque nous étions des Gaulois. Mais très très bien plus développés que nous. Les villes sont somptueuses en Afghanistan, les fouilles archéologiques. Nous avons une mission archéologique à Kaboul depuis 1921 ou 22, la DAFA. Nous avons découvert le passage d'Alexandre le Grand. Nous avons fouillé des villes entières, trouvé des temples extraordinaires et des souvenirs de cette présence incroyable de la puissance des empires centraux, notamment au moment de l'éclosion qui était la route de la soie, le Silk Road, qui permettait à ces marchandises venues d'Extrême-Orient de monter vers l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, et inversement de vendre des produits manufacturés évidemment vers l'Extrême-Orient. Ce qu'on appelle la route de la soie qui passait par Kaboul. Voilà. Et donc tout ceci, il faut le garder en mémoire. Alors, l'action en coalition. Une fois passée cette période de 2001 à 2008 où nous avons perdu pas mal de temps, qu'avons-nous constaté? Nous avons constaté que l'effort américain avait été décidé en Irak au détriment de l'Afghanistan, pour des raisons qui tiennent à la politique étrangère des États-Unis. Vous savez que nous, Français, nous étions farouchement opposés à cette guerre d'Irak. Nous le sommes toujours. Nous pensons que le chaos s'est installé, qu'il s'est installé pour longtemps. Généralement, quand un chaos s'installe dans une région aussi instable par nature, il faut raisonner en siècles, ne pas raisonner en décennies. Il faut être raisonnable dans la vie. Donc le chaos s'est installé pour longtemps. Et donc, nous avons aussi pris conscience que l'Afghanistan qui incarnait qui incarnait d'une certaine façon un mouvement terroriste qui s'en était pris à ce que nous avions de plus important, devait être traité sérieusement. Et en 2008-2009, la décision a été prise de renforcer considérablement les forces en Afghanistan. Une coalition s'est formée sous l'égide des États-Unis et nous avons mené une guerre impitoyable jusqu'à la fin 2014 pour faire en sorte que le jeune État afghan, avec toutes ses imperfections, réussisse à s'en sortir. Alors, je voudrais juste vous dire planter un tout petit peu le décor, parce que quand on dit une coalition, c'est quoi? Si je vous pose la question, c'est quoi? C'était 50 pays quand même. Voilà. C'était 150 000 hommes sous mon commandement. 150 000 hommes. C'était 220 000 contractors en addition des 150 000 hommes. Quand on dit des contractors, ce sont des personnels civils, si vous voulez, principalement anglo-saxons, qui viennent travailler dans tout ce qui n'est pas la guerre proprement dite, mais tout l'environnement de la guerre. La logistique, la santé, l'infrastructure, la protection. Voilà. Donc quand vous ajoutez ça, vous aviez une force. Quand vous regardez attentivement, on a fait la guerre d'une certaine façon avec 150 000 hommes combattants, plus 220 000 contractors. C'était une force de 370 000 hommes. C'est pas rien. 50 pays. 50 pays. Le numéro 1 était américain, le numéro 2 britannique et le numéro 3 français. Et nous formions un team absolument indissociable. Alors je voudrais vous dire 2-3 choses sur l'action en coalition, puisque c'est un peu le sujet. Je ne peux pas vous parler naturellement des opérations, mais je répondrai à des questions si vous le souhaitez tout à l'heure, sur les opérations proprement dites. L'action en coalition. D'abord, c'est compliqué. C'est très compliqué l'action en coalition. Parce que les buts de guerre, les buts politiques, au-delà des grandes déclarations de principe, des grands accords, je pense à Chicago, je pense à Lisbonne, ces grandes conférences où les chefs d'État se retrouvent, décident d'une vision et d'une roadmap pour atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés.
les désaccords sont quand même très grands entre les grands pays. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut garder en mémoire. Entre Washington, Londres et Paris, la vision du monde ne me semble pas être toujours exactement la même. Voilà. Je ne dis pas que la vision de Washington est meilleure ou moins bonne que la nôtre. Je dis que la vision de Paris, la vision de Londres et la vision de Washington ne sont pas tout à fait identiques. Et parfois même, elles sont singulièrement différentes. Ça, c'est un point qu'il faut que vous gardiez en mémoire, je pense aux étudiants, parce que c'est un point qui est évidemment un point avec lequel il faut savoir composer et savoir jouer. Un soldat, c'est aussi un diplomate, car il ne sert à rien de se battre contre des murs qui sont assez bien étayés. La deuxième chose, c'est que le temps politique est un temps très différent du temps des peuples. C'est-à-dire que le temps politique d'une coalition, c'est de dire, voilà, nous sommes en Afghanistan pour 5 ans, pour 8 ans, pour 10 ans, pour 12 ans, ce qui est considérablement long déjà. 3 fois la durée de la Première Guerre mondiale pour les Afghans. La présence de la coalition en Afghanistan équivaut à 3 fois la durée de la Première Guerre mondiale qui a tellement marqué l'histoire de notre pays au XXe siècle. L'Afghanistan émerge d'un processus d'environ 35 ans de guerre ou de guerre civile larvée. Ils vont arriver à la guerre de 100 ans si ça continue. Hein. Oui, ouais. On n'est pas loin quand même. Hein. Ça a commencé en 1979. C'était à l'époque le régime communiste, soviétique plutôt, enfin communiste d'ailleurs à Moscou, c'était Brejnev. C'était en 1979. Depuis 1979, il y a eu des périodes, je ne vais pas rentrer dans le détail de la guerre d'Afghanistan, mais il y a eu quand même des périodes un peu plus d'accalmie, mais pour l'essentiel, l'Afghanistan est aujourd'hui peuplé de générations profondément traumatisées. Vous ne pouvez pas demander aux Afghans d'aujourd'hui, qui n'ont pas été éduqués dans les familles dans lesquelles nous avons été éduqués, avec des universités qui existent, avec des professeurs qui ont été formés il y a 30 ans. Il n'y a pas de professeurs en Afghanistan. Comment est-ce que vous démarrez un système éducatif lorsque vous n'avez pas de professeurs, lorsque vous n'aviez pas d'université? Comment est-ce que vous démarrez à partir de scratch? Comment on fait de l'éducation sans professeur? Je ne sais pas. C'est des questions que je me suis beaucoup posées parce que chaque fois je me déplaçais, et je me déplaçais tout le temps en province, pour aller sur les opérations, pour aller voir les bataillons, pour aller voir les gouverneurs, pour aller voir les... Chaque fois ils me disaient, mais vous nous avez construit des très belles écoles, vous les Occidentaux, là. Des très belles écoles, il y a des murs, il y a un toit, il y a des vitres. Parfois il y a du chauffage, exceptionnel. Parfois il y a du chauffage, il y a même un groupe générateur, donc l'électricité fonctionne, il y a des ampoules qui pendent. Mais pas de profs. Ils sont où les profs? Ben, c'est vous les profs. Hein. Si on ne va pas aider les pays, si notre jeunesse, si nos professeurs ne décident pas de donner un peu de leur talent, de leurs compétences, de leur énergie, de leur enthousiasme pour aider des pays qui manquent absolument de tout, ça va pas. Il n'y a pas de génération spontanée de professeurs qui vont sortir comme ça du sol. Hein. Ça ne marche pas, ça. C'est pas possible. Hein. Un truc qui ne fonctionne pas. Donc les grands discours, très très généreux, généralement très politiques, on va aider l'Afghanistan, oui d'accord, mais combien de profs de maths? Combien de profs de maths? 3? 30? 300? 3000? À mon avis 30. Ah. En Afghanistan, lorsque nous arrivons en 2001, dans les domaines de l'éducation, je rappelle que les petites filles ne vont pas à l'école. Ce serait trop simple. Il y a que les petits garçons ou les jeunes hommes qui vont à l'école. Il y a à peu près 50 000 scolarisés étudiants. 50 000 en Afghanistan. En 2013, lorsque je quitte l'Afghanistan, il y a à peu près 9 millions de jeunes qui vont à l'école. Sur les 9 millions de jeunes jusqu'aux 22 ans, de 5 ans à 22 ans si vous voulez, sur les 9 millions, à peu près 4 millions de petites filles et de jeunes filles. 0,4 millions. Voilà. Bah, c'est jamais assez.
Et je vais vous donner tout de suite la preuve que c'est jamais assez. C'est qu'il y a 30% des enfants afghans qui ne vont pas du tout à l'école. Donc cette génération d'enfants afghans, et c'est ça à quoi il faut s'intéresser lorsque vous réfléchissez à ces questions de stabilité, à ces questions de progrès, à ces questions de développement, à ces questions d'éducation, qui sont absolument vitales pour la stabilité du monde. C'est que c'est 30% d'enfants afghans qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'école. Ils ne savent pas tenir un crayon et une gomme, pour simplifier. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Voilà. Donc ils sont extraordinairement perméables et sensibles à des idéologies ultra-violentes, d'autant plus que leur perspective professionnelle, en plus, ne sont pas forcément aidées de ce point de vue-là. Ces 30%, ils auront 85 ans en 2100. Hein. Ils ne vont pas mourir comme ça. Hein. Il y a 30% des jeunes Afghans qui n'ont pas accès à l'école aujourd'hui. En 2050, ils formeront toujours 30% de la population, voire un peu plus. Ils auront été non pas dominés par l'esprit de progrès, par l'esprit de l'éducation et par l'esprit d'ouverture, ils seront imbibés des idées traditionnelles, conservatrices, fermées et d'exclusion. 30% d'une population, d'une classe d'âge, c'est pas rien, quoi. Hein. Donc il y a intérêt à bouger. Hein. Il ne faut pas se dire, c'est pas parce qu'on a mis de 50 000 à 9 millions que c'est gagné. Il y a 3 millions qui manquent. Ah, il y a 3 millions qui manquent. Et ces 3 millions-là, c'est une menace potentielle absolument considérable. Absolument considérable. Voilà, donc ensuite, sur quelques points de repère sur l'Afghanistan, qui sont, me semble-t-il, très très importants, c'est... je voudrais revenir une seconde sur ce que je disais sur le temps politique et le temps des peuples, que j'ai vu un sourcil qui se fronçait. Le temps politique, c'est de dire le président des États-Unis ou le président français, quel qu'il soit, hein, j'ai eu 8 mois le président Sarkozy et 8 mois le président Hollande, donc ils ont des temps politiques qui sont propres à leurs agendas politiques nationaux. Hein. Élections, intérêts stratégiques, événements dans le monde, etc. etc. Ces temps politiques ne correspondent pas au temps des peuples. C'est que pour faire décoller un pays comme l'Afghanistan, mais il y en a combien de pays comme l'Afghanistan dans le monde? Il y en a beaucoup plus que de pays comme la France. En fait, c'est l'immense majorité des pays qui sont comme l'Afghanistan. Nous sommes un pays béni des dieux sur ces terres celtes, ici en Bretagne. Mais la vérité, c'est que la plupart des pays sont comme l'Afghanistan. J'exagère à peine. En tous les cas, une grande partie de l'Afrique. Rien que l'Afrique. Donc, mais aussi tous ces pays du Caucase, tous ces pays d'Asie centrale. Voilà. Donc nous avons un temps politique qui est extrêmement court parce que nous sommes formés dans l'esprit de la rapidité, de l'efficacité, du résultat. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sélectionne aujourd'hui encore les étudiants. C'était comme ça quand j'étais étudiant, donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas encore aujourd'hui. C'est pas tellement, on sait tous faire un devoir de chimie en 5 heures. Le problème, c'est qu'il faut le faire en 50 minutes. Voilà. Celui qui le fait en 50 minutes, il a 20. Celui qui le fait en 5 heures, il a 4. Voilà, c'est à peu près ça le critère. On y arriverait tous. Mais on mettrait un peu plus de temps. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes mus par cette idée d'accélération du temps. Nous cherchons toujours à raccourcir le temps. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans ces pays-là. Le temps de développer un pays, de lui permettre de se stabiliser, de reprendre confiance en lui ou de prendre confiance en lui, de choisir la façon dont il veut avancer, sont des décennies. Voilà, sont des générations. Ce que nous avons fait en Afghanistan ces dernières années, on verra le résultat en 2050, en 2060. Mais pas en 2022. Mais pas en 2022, c'est pas vrai. C'est très long. Ce sont des phénomènes extrêmement longs. Et il faut accepter ce temps long. Et c'est très difficile
pour nous autres d'accepter ce temps. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est un exemple qui est assez parlant. Et c'est l'un des premiers flashs lorsque je suis arrivé en Afghanistan et que j'ai commencé à faire le tour de l'ensemble du dispositif. J'ai pris un jour, je suis décollé de Kaboul avec mon jet, mes gardes du corps, etc., pour aller voir le gouverneur d'Herat, qui est à la frontière iranienne. Donc j'ai fait environ, je sais pas, une petite heure de vol au-dessus des nuages, à peine. Herat, c'est une très très belle ville ancienne, il y a un château magnifique qui a 1500 ans, des remparts, des sites archéologiques de toute beauté, c'est absolument somptueux. C'est tout à fait à quelques dizaines de kilomètres de la frontière iranienne, dans le plein ouest. Là, je tombe sur un commandant de bataillon afghan que j'étais venu inspecter, voir comment ça se passait, les opérations. Et donc, il me reçoit très très gentiment et très, très courtoisement. Et puis, il me dit, mon général, j'ai un problème. Je dis, bon, un de plus. De toute façon, il n'y avait que des problèmes. Donc, il me dit, vous savez, mon bataillon est principalement originaire de Kaboul et de Jalalabad, qui est, elle, à la frontière pakistanaise, de l'autre côté. Et donc, je lui dis, bon, très bien. Et il me dit, mais c'est vous qui avez décidé ça. Je dis, oui, bien sûr, on décide plein de choses. Alors, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que moi, pour aller de Kaboul à ce bataillon, je mettais une toute petite heure. Voilà. Je décollais, j'arrivais en hélicoptère à l'aéroport, je prenais un jet, on me récupérait en hélicoptère, j'allais sur le bataillon, je repartais, et j'étais dans mon bureau 2h30 après, ou dans mon bureau, dans mon centre d'opération, et voilà. Alors, il me dit, vous savez, mes soldats, ils mettent 3 semaines à rentrer chez eux. Vous, c'est 1 heure, moi, c'est mes soldats, c'est 3 semaines. 3 semaines? Allez, 3 semaines. Pas de route. En Afghanistan, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de ligne de bus, il n'y a pas de chemin de fer. Il y avait 35 km de voies de chemin de fer en 2001, il y a 35 km de voies de chemin de fer en 2015. Il n'y a pas 100 mètres de chemin de fer qui a été construit. Il n'y a pas de route. Parce qu'on est dans un pays impossible. Très haute altitude, c'est la chaîne himalayenne qui vient mourir en limite de la frontière iranienne. Très haute altitude, tremblement de terre d'une très grande violence, tous les jours. Tous les jours, tremblement de terre. Pour simplifier. Et des tremblements de terre qui font... c'est qu'on bouge, quoi. Là, on bouge vraiment, quoi. Hein. Et donc, qui dit tremblement de terre dit que le macadam, ouais, il bouge autant que le tremblement de terre. Donc vous voyez que quand vous faites du macadam en Afghanistan, la durée de vie de votre macadam. Il ne faut pas investir là-dedans. Hein. Voilà. Pas de job pour Bouygues, Vinci, tout ça. Enfin, ou alors, il faut inventer un macadam qui s'adapte à ce genre de choses. Et puis, température extrême. Plus 60 l'été. J'ai dû avoir plus 52, 53, c'est un peu chaud quand même. Hein. Un peu chaud. Plus 60, moins 40. Ça fait des grandes amplitudes thermiques. Quand vous faites tous, j'imagine, un peu de physique des matériaux, etc., des amplitudes de 100 degrés, même de 80 degrés comme ça, c'est compliqué. Alors, il me dit, en général, moi, mes soldats, ils mettent 3 semaines pour partir en permission et rejoindre chez eux, parce que, voilà, vous imaginez, ils marchent. Ils prennent un bout de bus, ils sont ramassés par une colonne d'ânes, ils ont un vélo, une mobilette, il n'y a pas d'essence de toute façon, donc voilà, bon, enfin bref. Donc 3 semaines pour aller chez eux, 3 semaines pour passer des vacances dans la famille, puis 3 semaines pour revenir dans le bataillon, 2 mois d'absence, plus de 2 mois, dans le meilleur des cas, hein. Pas d'embuscade, pas d'attaque, pas de rançon, pas de prise d'otage. Pas de maladie, voilà. Et il me dit, mais c'est vous qui avez fait ça? Je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, écoutez, vous avez décidé d'imposer les règles occidentales, sont les meilleures du monde, bien sûr. Les Américains, les Français, les Britanniques, vous avez toujours raison. Vous savez ce qu'il faut faire pour mon pays. Je
dis, on va s'asseoir, vous allez m'expliquer ça, simplement ça m'intéressait. Parce que moi, j'ai des centaines d'officiers qui travaillent pour moi tous les jours et qui m'expliquent tout ce qu'il faut que je fasse. Et je ne suis pas convaincu depuis que je suis arrivé. Et là, il m'a expliqué. Il m'a dit, bah, déjà, vous avez voulu... Je reprends une seconde que je ne me trompe pas de ce que je vais vous dire. Vous avez voulu éviter que les tribus traditionnelles d'Afghanistan reprennent de leur puissance et de leur influence. Et donc vous avez mélangé dans le même bataillon des Tadjiks, des Pashtuns, des Ouzbeks, des Hazaras et bien d'autres. C'est une super bonne idée en soi. On met des Bretons, des Auvergnats, des Alsaciens et des gens du sud-ouest dans le même bataillon pour que ça fonctionne. C'est super. Ils ne parlent pas la même langue, ils ne se comprennent pas. Voilà. Donc pour l'efficacité opérationnelle du bataillon, ils ne se comprennent pas. Voilà. C'est comme si vous mettiez un Allemand, un Anglais, un Italien et un Espagnol, c'est bien pire que ça. Non, non, bien pire que ça. Un Wolof, etc. Non, non, Italien, Espagnol, ils se comprennent à la limite. Non, non, c'est pas du tout, ils ne se comprennent pas du tout. Voilà, ils se comprennent pas du tout. C'est pas la même langue. C'est le Dari, c'est le Pashtun, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est même pas les mêmes constructions grammaticales, c'est pas la même sonorité, etc., etc. Mais ça, vous avez voulu mélanger les unités pour éviter que les influences traditionnelles des tribus ne continuent à s'exercer. Ensuite, vous avez dit, c'est pas tout ce qu'il m'a dit, mais c'est ce que j'ai analysé ensuite. Ensuite, vous nous avez dit, il ne faut surtout pas que le bataillon reste dans sa zone, que les gens soient, voilà, que les soldats du Morbihan se battent dans le Morbihan, ils vont se battre en Alsace. Sauf que dans un pays développé, que vous battiez dans l'Alsace ou dans le Morbihan, pas de problème, vous avez un soutien logistique, vous avez une alimentation normale, etc., toute une organisation logistique qui permet de suppléer aux difficultés. Dans un pays aussi pauvre et dénué de tout, c'est la famille qui soutient. Dès lors que vous déracinez le soldat, il n'a plus aucun soutien. Il n'a plus aucun soutien, parce qu'il est à 700 km de sa famille, et c'est la seule qui lui nourrit un peu. Vous allez me dire, mais comment est-ce que vous faisiez pour nourrir les 350 000 soldats afghans que vous avez recrutés et formés? 350 000 en plus, hein, quand même. 352 000, plus 50 000 auxiliaires, ça fait 410 000 soldats afghans. Deuxième erreur, considérable. Ensuite, vous avez considéré que dans une guerre de contre-terrorisme, il y avait des zones qui étaient plus ou moins sûres. Il y a des zones très violentes, des zones qui le sont moins. Tout le sud Pashtun en Afghanistan est très violent, le nord tadjik l'est beaucoup moins, est beaucoup plus pacifié. Et donc vous avez voulu que les bataillons tournent régulièrement pour passer d'une zone violente à une zone qui l'est moins. Mais ce faisant, vous avez oublié quelque chose de fondamental dans une guerre civile, c'est que la connaissance intime du milieu l'emporte largement sur les effets de la guerre sur le bataillon proprement dit. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux sédentariser une unité qui va capter du renseignement, un peu comme les gendarmes que vous voyez ici qui font du renseignement toute la journée. Voilà. Ils se baladent avec la camionnette bleue, en fait, ils font du renseignement très intelligemment, très bien fait. Mais là, c'est la même chose, un bataillon qui s'implante, le premier mois, il n'aura pas grand-chose, mais au bout d'un certain temps, voilà, il va drainer du renseignement, devenir de plus en plus efficace, savoir ce qui se passe. Et donc, vous avez une vision occidentale de la guerre. Un bataillon français vient de France, il va se battre là, il repart en France, voilà. Vous faites la même chose en Afghanistan. Il ne faut pas vous étonner. Les résultats sont pitoyables. Les déserteurs sont légion, 35% de taux de désertion dans l'armée afghane. Parce que quand le soldat n'est plus nourri par sa famille, quand il n'est plus épaulé par sa famille, quand il ne peut même plus voir sa famille, quand il prend des risques insensés lorsqu'il part en permission parce qu'il est tellement loin de chez lui, le moral est faible et l'efficacité opérationnelle est extrêmement atteinte. Et donc c'est un peu là-dessus que je voudrais, avant de vous laisser la parole, parce que je pourrais vous parler toute la journée, toute la soirée, ce serait un peu trop long, mais vous laisser la parole sur les questions que vous avez certainement, c'est dire que
il faut bien comprendre, il y a deux ou trois points de repère qu'il faut garder en mémoire dans nos opérations d'aujourd'hui et de demain, qui ne sont pas finis. Ce n'est pas la guerre. Nous faisons un combat, c'est un combat de valeurs. Le premier combat, c'est le combat de l'éducation. C'est le combat le plus important, c'est le combat de la culture. Ce n'est pas un choc de culture, nous n'assistons pas aujourd'hui à un choc des cultures. Ce n'est pas vrai. C'est une vision tronquée et trompée du monde que de dire que nous assistons à un choc des cultures. J'ai de très nombreux amis sunnites et chiites. J'ai même eu probablement un environnement à un moment donné qui était exclusivement sunnite ou chiite, y compris mes gardes du corps. Français, bien sûr. Et qui étaient des garçons, et qui sont toujours d'ailleurs, exceptionnels. Et que, bon, je leur ai confié ma vie, donc j'y tiens un peu. Moi, je ne suis pas candidat au suicide, donc voilà. Donc si je leur ai confié ma vie, c'est que j'avais vraiment confiance en eux. Et donc, ce n'est pas du tout un choc de culture, c'est un choc de l'inculture face à la culture. C'est ça le choc, c'est l'inculture. Et l'effort que nous devons faire aujourd'hui, c'est un effort de culture. C'est un effort d'accès au savoir, d'accès à la connaissance, d'accès à l'éducation. Ça, c'est fondamental. Ils ne le feront pas sans nous. Voilà, ils ne le feront pas sans nous. Voilà. Chaque fois que je vois un arbitrage, vous savez, ce type d'arbitrage technocratique, comme on en rend tous les jours dans les ministères à Paris, j'y ai passé un certain temps de ma vie, et on rend des arbitrages et on dit, ben voilà, on va fermer un hôpital français là, et puis on va fermer un lycée français ici. Voilà. Moins 80 millions d'euros, moins 250 millions d'euros, je sais pas quoi. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Voilà. Il y a plein de trucs qu'on peut fermer dans le monde. Il y a 2-3 trucs qu'il ne faut pas fermer. C'est la partie hospitalière et la partie éducative. Ça, surtout pas. Ça, il faut toucher. Ça, au contraire, il faut créer. Il faut renforcer. Il faut étoffer. Il faut moderniser. Il faut accompagner. Il faut envoyer. Voilà. Il ne faut surtout pas lâcher ça. Si on perd la culture, on laisse la place à la non-culture, à la culture de mort, à la culture de violence. Donc il faut absolument réinvestir ce champ culturel. Nous avons, pourquoi la France, qui est un pays de puissance moyenne, nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, pourquoi la France est restée une puissance aussi influente et qui rayonne autant dans le monde aujourd'hui? C'est parce qu'elle a consenti des efforts considérables, depuis toujours, dans ce domaine de l'éducation. Dans beaucoup de pays où vous vous êtes rendu, où vous vous rendrez, les lycées français sont les lycées d'excellence, y compris à Kaboul. L'élite intellectuelle à Kaboul, parce qu'il y a une élite, même dans un pays très pauvre et très primitif, vous avez une élite, des gens tout à fait capables, tout à fait remarquables. Le lycée français à Kaboul était, la plupart le président Karzai parlait français, il avait d'ailleurs fait 1 an d'études à Lille. Celui-là, il avait fait le lycée français à Kaboul, il avait poursuivi ses études supérieures, on en ferait un équivalent master, ça n'a pas d'importance, pendant 1 année à Lille. Et pourquoi était-il venu à Lille et pas à Los Angeles? Parce qu'il y avait un lycée français à Kaboul. Fermez le lycée français à Kaboul, et dans 50 ans, il n'y a plus un avion qui parle français. Et la France disparaît. Son chef d'état-major, ce qu'on appelle son secrétaire général, l'équivalent du secrétaire général de l'Élysée d'aujourd'hui, Jean-Pierre Jouyet. Son secrétaire général, Abdul Khouram, qui était un vrai ami, alors lui, il parlait français comme vous et moi. Voilà, comme vous et moi. C'est-à-dire qu'il parlait français. Si je fermais les yeux, je ne savais pas que j'avais un Afghan qui pesait 120 kilos et qui ressemblait vraiment à un Afghan en face de moi. 130 d'ailleurs. Hein, voilà, Abdul Khouram. Il avait traduit un bouquin magnifique d'Alain Roy sur l'échec des démocraties islamiques. Il l'avait traduit en pachtoun. Il avait été torturé par les soviétiques, enfin, il avait vécu un peu, c'est un homme qui avait vécu quand même. Donc il était venu en France 4-5 ans et était le chef d'état-major de Karzai, le secrétaire général de Karzai. Mais tout ça, c'est parce que notre pays, dans son intelligence, il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 200 ans, il y a 80 ans, avait décidé, avait une stratégie, une vision, une perspective, une volonté d'influer, de continuer à peser sur les affaires du monde et à faire en sorte que l'idéal français puisse être partagé par le plus grand nombre. Si on abandonne ça, il nous restera quoi? Les avions, les chars, les missiles? C'est pas avec ça qu'on va convaincre le monde de bien fonder de ce que nous sommes. Voilà, ça ne suffit pas. Ça, c'est le premier point de référence que je voulais vous donner. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas nous substituer à la volonté des peuples.
Lorsque nous sommes arrivés en Afghanistan, notre équipe de commandement, il se trouve qu'on a énormément sympathisé, tous les trois, Américains, Britanniques et Français, et nous avons réussi à infléchir singulièrement le cours de la guerre avec des résultats absolument exceptionnels, parce que nous avons fait une guerre pour laquelle nous pouvons faire la guerre. C'est une guerre dans laquelle nous n'assumons pas le premier rôle, mais nous obligeons les Afghans à l'assumer. C'est eux qui doivent prendre le combat à leur compte. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire du monde d'une insurrection qui soit battue par des forces étrangères. Ça ne marche pas. Une insurrection, elle doit être affaiblie et traitée et abattue par des forces nationales. Ce n'est pas les Britanniques, ce n'est pas les Américains et ce n'est pas les Français qui vont régler la question en Syrie, en Libye ou en Afghanistan. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Une insurrection, elle doit être combattue par ceux qui, dans le pays, ont décidé de construire un état de droit, de faire en sorte qu'il y ait un système judiciaire qui fonctionne, des institutions de la République qui fonctionnent, des institutions, la République n'a pas beaucoup d'importance, c'est un régime parmi d'autres, etc., etc. Et une armée qui se bat. Et donc, chaque fois que nous avons eu des décisions lourdes à prendre, nous avons dit aux Afghans, do it yourself. Do it yourself. On va vous aider, on va vous appuyer, on va prendre à notre compte des opérations les plus dangereuses ou les plus risquées ou qui demandent le plus de technologie. On peut vous apporter énormément de choses, on peut vous apporter énormément de renseignements par toute la bulle qui est au-dessus de vous. On peut vous apporter des appuis-feu considérables grâce à nos avions de chasse, à nos hélicoptères, à nos forces spéciales, etc. On peut faire du ciblage, on peut faire énormément de choses, que nous avons fait d'ailleurs, mais le combat, c'est votre combat. C'est vous qui décidez de construire un Afghanistan meilleur. On vous accompagne, on vous aide, on vous soutient, on vous équipe, on vous paye, on fait énormément de choses, mais c'est vous qui assumez le commandement et les responsabilités. Et surtout pas faire ce que nous avons observé pendant de trop longues décennies, où nous imaginons que nous pouvons remporter la victoire nous-mêmes. Jamais, 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 jamais. C'est une erreur funeste, c'est une erreur infantile, et ça nous met le monde à dos. Voilà, j'arrête là-dessus parce que je peux vous parler de beaucoup de choses et je préfère vous laisser la parole.